Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'avais décidé donc de faire une vidéo sur qu'est-ce que l'intelligence au sens large, pardon, et avec une approche philosophique et ontologique. Donc, pour introduire justement cette vidéo, je vais faire référence à une citation d'Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure qui disait « On mesure l'intelligence de l'individu à la capacité de doute qu'il est capable de supporter. On mesure l'intelligence de l'individu à la capacité de doute qu'il est capable de supporter. » Voilà, je voulais introduire la notion d'intelligence avec la citation d'Emmanuel Kant. Alors, peut-on comprendre l'intelligence? Alors, scientia, anima, le nous en grec, donc il y a plusieurs mots, qu'ils soient grecs ou latins, qui peuvent définir l'intelligence. L'intelligence peut être obscure, obscure pas dans le sens négatif du terme, mais dans sa compréhension, parce qu'elle nous est propre. C'est une faculté et une capacité à la fois, une vertu, je dirais même, pour prendre des propos aristotéliens, propre à chacun. Donc intrinsèque, idiosyncrasique, parce que ça nous est personnel. Toutefois, pour ma part, il existe des variations d'intelligence en fonction des individus. Par exemple, pour 1000 hommes, il y a 1000 intelligences, comme pour 1000 bipèdes. Il y a 1000 façons de marcher, je dirais même qu'il y a des déclinaisons d'intelligence selon l'humeur et l'état d'esprit, selon une durée et un espace-temps. Toutefois, cette fonction réside et véhicule individuellement. Donc, l'intelligence, comme beaucoup l'affirment, est innée. Mais serait-elle une constante variable? Alors, excusez-moi cet oxymore. Je me permets justement d'affirmer, d'émettre une assertion, car je considère qu'une intelligence se travaille et se développe comme le corps dans la culture physique. Donc, il y a une notion rationaliste et empiriste, d'où la lecture de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Cependant, il faut en prendre conscience et éprouver la volonté de soi, de persévérer dans son être, comme l'exprimait Baruch Spinoza dans l'Éthique. L'intelligence, c'est aussi un travail. Alors, comment peut-on définir justement cette intelligence? Aussi vaste soit-elle, aussi subtile et singulière soit-elle, l'intelligence s'accorde dans le passé en tant que souvenir, dans le présent en tant qu'immédiateté et dans le futur en tant que projection d'image. De ce fait, l'intelligence est temporelle et intemporelle. Elle s'inscrit donc dans une notion de durée et de temps. Donc là, on est dans un concept bergsonien. Je vous invite à voir ma vidéo sur Henri Bergson. Elle est constante intrinsèquement et variable extrinsèquement. Elle s'unit à travers le pont du savoir et se désunit à travers les murs du passé. En outre, une réminiscence de l'esprit accorde à l'intelligence un retour à sa forme optimale. Alors, on nous passe souvent la faculté de comprendre, celle de ressentir par les sensations. Et pourquoi les sensations ne seraient pas une forme d'intelligence? On parlera alors de sensualisme. Donc ça, c'était un courant de pensée, aussi bien dans la littérature qu'en philosophie. Donc, on passe aussi de fait l'entendement à l'intelligence, terme souvent utilisé par les philosophes antérieurs au XVIIIe siècle, comme Francis Bacon, qui a écrit le Novum Organum, qui disait le véritable pouvoir c'est la connaissance, David Hume, qui était un philosophe écossais empiriste, Berkeley, Locke. Voilà, j'ai fait des vidéos sur 2 de ces 4 auteurs. Donc, on peut justement voir que la croissance de cet entendement, donc de cette intelligence, se fait par l'expérience. Comme je l'ai dit, c'est une notion empirique aussi. Elle n'est pas que rationaliste. Alors, il faut bien prendre conscience de son intelligence, de sa manière de voir le monde. Comme l'affirmait justement dans son gros ouvrage Arthur Schopenhauer, le monde comme volonté et comme représentation. Et pour reprendre des propos de Protagoras, un philosophe du IVe siècle avant notre ère, il disait « L'homme est la mesure de toute chose ». L'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire que notre vision du monde est différente par rapport aux autres individus. C'est notre expérience
peut-être notre atavisme familial, intellectuel, nos notions, qui font que nous n'avons pas la même perception. L'intelligence, c'est aussi, pour ma part, la capacité à raisonner différemment des masses, de voir le flagrant comme quelque chose d'insipide et le subtil comme précieux. Donc l'intelligence ne se mesure pas forcément avec les tests de QI sur une notion quantifiable, mais qualitative. C'est ça qui est important. Pour ma part, elle est incommensurable. On ne peut pas la mesurer. C'est vraiment une autre vision du monde, une vision différente du monde. Cette attitude, donc ce travail, se forge et se maîtrise avec le temps, d'où une connaissance de soi, de son moi. C'est une manière de voir et de réagir différemment, une vision holistique et heuristique du monde. Donc heuristique qui cherche, qui trouve des êtres à soi-même et de soi-même vers les autres. Donc c'est un peu ces forces centrifuges, centripètes qui viennent, et après on va filtrer en fonction de ce qui nous intéresse, et ce qui nous apporte, ce qui nous fait grandir intellectuellement. Alors, au niveau du cortex, au niveau du cerveau, tout va plus vite, les connexions neuronales implosent au sens figuré, bien sûr, à obtenir une vue d'ensemble la plus nette possible, la plus aiguisée, la plus acérée. On tend à flirter avec justement une perfection de l'intelligence, un acmé du savoir. Alors, juste une petite digression entre connaissance et savoir. La connaissance, c'est ce qu'on apprend, et pour faire vite, pour faire lapidaire, et le savoir, avec un grand S, c'est comment on va se réapproprier ces savoirs, comment on va les utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, être intelligent, ce n'est pas posséder l'hégémonie de la certitude et du savoir sur tout, comme on l'appelle l'omniscience, mais un doute sur beaucoup de points élaborés. Ça renvoie à la citation que j'avais introduite sur Kant et sur l'intelligence. C'est aussi reconnaître les failles et ses failles. Le doute est source d'intelligence, car s'il y a doute, il y a lucidité et clairvoyance. Alors, ça permet de rebondir sur un courant de pensée, le scepticisme de Pirandellis. J'ai fait une vidéo sur ça, sur cet auteur, le pyrrhonisme, on va l'appeler aussi. Et en grec, c'est le skeptikos, qui veut dire qui examine. Donc c'est aussi une forme d'intelligence, quelqu'un qui examine ce qui se passe et qui n'est pas totalement dans du sophisme ou dans du paralogisme, dans du discours puéril et stérile. L'intelligence, ce n'est pas seulement un potentiel hors norme sur le plan anatomico-cérébelleux, mais une efficience émotionnelle aussi. On peut voir les travaux de Goldman. Des émotions exacerbées qui peuvent troubler l'intelligence du sujet, car mal contrôlées, ces émotions peuvent être délétères pour l'individu. L'intelligence, c'est aussi un état d'esprit. Elle s'inscrit d'une façon de penser à un certain moment. On va penser quelque chose à tel moment et peut-être pas la même chose à un autre moment. Ce qui a fait les émotions, nos émotions ne sont pas les mêmes sur un cycle nictéméral, donc sur 24 heures. L'efficience de la mémoire, par exemple, est subjective en fonction de l'état d'esprit, comme je l'ai dit, de l'exaltation émotionnelle et humorale vécue à un instant T. Donc ça renvoie toujours à une notion d'espace et de temps. À quel moment? Donc il y a une part de relativité. C'est aussi une fluctuation de l'esprit en dépit de l'état émotionnel, d'où le concept d'intelligence émotionnelle, comme j'ai pu le décrire avec des personnages clés comme Goldman, Salovey et Meyer. Voilà. Alors, je vais terminer. C'est aussi donc avoir un esprit critique acéré, une curiosité insatiable, une ouverture sur l'extérieur et sur son moi, une satisfaction démesurée et une opiniâtreté forgée. On se doit de découvrir son intelligence intrinsèque, c'est-à-dire qui nous est propre, dans son moi intérieur, dans son fort intérieur, dans son forum intérieur. C'est cette faculté qui va nous faire avancer dans une société contrôlée par le conditionnement des masses. C'est cette intelligence, cet entendement qui va nous permettre de déceler les vérités de notre société, du moins en partie, et de faire flirter avec une certaine forme d'apocdicité ou apoctidique. C'est Edmond Husserl qui en parlait dans la phénoménologie.
Donc vous pouvez justement voir ma vidéo sur Husserl. La recherche puis la découverte, intarissables soit-elle, sont le paradigme d'une nouvelle vision éclairée de la vie, de notre existence, mise en lumière par les projecteurs de notre conscience. Le cerveau a donc cette capacité d'intégrer les concepts ou notions, si bien sûr on lui en donne les moyens. Ce faisant, il faut et on se doit de s'exercer et travailler sans relâche pour parfaire la plasticité la plus optimale de notre encéphale intellectuel. Là, on en revient à la plasticité cérébrale et aux connexions. Plus de labeur intellectuel et de surcroît une efficience neuronale plus aiguisée. Cependant, le neurone ne fait pas la pensée intelligente obligatoirement. Comme il est démontré de nos jours, ce sont les connexions neuronales qui ont la primauté d'une intelligence optimale. Voilà, je voulais terminer avec ça. D'autres vidéos prochainement vont être relayées sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end. Et n'oubliez pas d'activer les notifications, de vous abonner à la chaîne et de mettre j'aime si vous avez apprécié cette vidéo.